Bonsoir à tous. Voilà, vous êtes théoriquement au lundi du Centre Saint-Paul, mais les mercredis, ça ne vous a pas échappé, parce que nous avons un invité un peu exceptionnel aujourd'hui, qui vient de Suisse exprès et qui s'appelle Oskar Freisinger. Alors, avant de présenter cette conférence, j'aimerais juste que vous éteigniez, comme moi, je vais le faire, vos portables, vraiment, parce que les vibreurs, malheureusement, on est dans une salle où ça... Je ne sais pas ce qui se passe, mais la caméra le sent, donc vraiment, si vous pouvez l'éteindre la durée de la conférence, et puis après, vous pourrez les rallumer. Ça vaut pour le conférencier aussi. C'est bon. Voilà. J'ai mis mode avion. Alors, Oskar Freisinger est un conseiller national suisse, donc c'est l'équivalent de député. Il est du parti UDC, donc l'Union du Centre. Et il est plus particulièrement connu pour son initiative populaire pour l'interdiction des minarets, de la construction des minarets, ce qui a donné un livre, notamment, bon, qui n'est plus là, mais qui s'appelle voilà. Oskar et les minarets. C'est un peu l'affaire qu'il a fait connaître au niveau international. Et alors, il nous revient aujourd'hui avec un nouveau livre, dont j'ai le privilège et l'honneur d'être l'éditeur, qui s'appelle Antifa. Et c'est une réponse en fait à Stéphane Hessel. Il va nous expliquer évidemment pourquoi. C'est la raison de sa présence aujourd'hui. Alors je précise qu'il y aura une série de dédicaces de ce livre. Elles se feront en bas. C'est très important de libérer la chapelle, parce qu'en plus en bas il y a un apéritif, donc c'est plutôt sympathique en attendant de pouvoir recevoir la dédicace d'Oskar. Alors la conférence va durer 3/4 d'heure, 1 heure, je pense, à peu près. Je sais pas, on verra. Voilà. Et alors vous pourrez poser des questions ensuite. Sachant que, comme c'est filmé par différentes caméras, on vous demandera de lever la main, évidemment, et puis, quand vous serez désigné, de venir ici, à peu près. Vous ne serez pas filmé, mais on vous entendra. C'est important pour les gens qui écouteront cette vidéo, parce qu'ils n'ont pas pu venir ce soir. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié, donc éteignez vraiment vos portables, et je donne la parole maintenant à Oskar Freisinger. Voilà. Que je remercie encore d'être venu. D'accord. Plutôt me mettre debout. Encore. Je m'arrêterai là. Est-ce qu'au fond vous m'entendez si je parle comme ça? Parce que j'ai l'habitude de parler fort, j'ai devant moi souvent 20 à 25 élèves, et pour que le dernier mohican comprenne, voilà, j'ai développé ce défaut professionnel que ma femme me reproche souvent, parce qu'elle se trouve à 1 mètre. Je parle comme si j'en avais 25 devant moi, donc c'est vrai que c'est... Je m'en excuse encore, chérie, mais là ça va, c'est à distance. Bien. Alors, ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est un monsieur que vous connaissez bien sûrement, qui a un grand succès en librairie, et il y a eu un article dans un journal suisse dernièrement, le Féminin. Vous voyez le titre, je trouve ça éloquent, le chic de l'indignation. Et d'ailleurs, quand vous constaterez que ses disciples, qui, je ne sais pas s'il a prévu ça au départ, mais enfin, les disciples qui se réunissent là, à différents endroits en Europe maintenant, sont toujours très chics. C'est pas, ils ont les portables, ils ont des laptops, ils ont des tentes Quechua, ils sont très équipés ces gens-là. Donc, le chic de l'indignation. Et ma conférence s'appelle l'indignation des indignés. Oula. Parce que vous voyez, je vais vous dénoncer maintenant un peu ce mécanisme très intéressant, puis ensuite ce que j'ai essayé de faire là contre, parce que ça m'a un peu énervé, et moi quand on m'énerve, je rentre. Donc comment concocter une solide indignation? Alors, vous prenez un vénérable vieillard au-dessus de tout soupçon, si possible un rescapé de crimes horribles, modifiez un peu les faits pour le transformer en co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, même s'il n'était plus ou moins que le préposé au café, puis faites-lui écrire un texte de 13 pages, parce que partout on est dit autour des 30, non, moi j'ai compté, ça commence à la page 9, et ça se termine à la page 22, alors, si je sais compter, ça fait 13 pages. Parce que le reste, c'est des notes, des auteurs. La couverture, quand même, ça fait 1 page. Mais, voyez. Bien, 13 pages, ça vaut 3 €. Un truc qui ne vaut pas 4 sous, c'est bien.
Puis faites-lui écrire un texte de 13 pages que vous vendrez pour le prix très modeste et populaire de 3 € et le tour est joué. Toutes les âmes en peine s'arracheront leur part d'indignation à bon marché et y trouveront d'autant plus de réconfort que les idées rassemblées dans le mince opuscule seront semblables à celles que l'on entend au café du commerce. Pour une fois, les lecteurs auront l'impression d'être compris et donc de comprendre ce qu'ils lisent, puisque c'est ce qu'ils pensent lorsqu'ils ne réfléchissent pas trop. Donc voilà pour la recette. Mais qu'en est-il du contenu de ce texte censé élever les âmes et transformer l'indignation en vertu transcendante? Pour répondre à cette question, je dois d'abord exprimer ce que j'ai éprouvé à la première lecture de L'Indignez-vous de Stéphane Hessel. De l'étonnement d'abord, devant la naïveté pubertaire de l'auteur, de la déception ensuite, et puis, je ne vous le cache pas, un peu de honte pour ce vieil homme qui, à l'automne de sa vie, ne trouve rien mieux que de s'enterrer avant sa mort dans le cimetière des lieux communs. Quelle tristesse! À un moment de la vie où l'âme devrait chercher apaisement et sérénité, le brave homme a choisi de se parer d'un jeunisme triomphant. Cependant, lesté malgré toutes ses 94 ans, il n'a pu éviter que son brouet d'une prétendue éternelle jeunesse adopte un ton moralisateur et pontifiant, et de fustiger dans la même phrase la société des sans-papiers, des expulsions, des immigrés soupçonnés, des retraites fragilisées, des acquis sociaux menacés, et j'en passe. Ça fait tellement courageux d'être du côté des victimes de la méchante société. De plus, ça ne coûte rien et vous dispense de toute analyse critique. Hessel ne perdons pas un mot sur la criminalité importée, les abus multiples de la Sécu, les faux invalides, le dumping, le chômage engendré par une immigration incontrôlée, ne souffle mot sur le communautarisme et le tribalisme ressurgissant dans la jungle des cités. Il passe comme chat sur braise sur la destruction des familles, le relativisme des valeurs, l'éradication de toute autorité morale dans nos sociétés postmodernes, la descente aux enfers de l'école publique. Mais c'est vrai, tout ça aussi, évidemment, c'est le système qui l'a engendré, le système honni, capitaliste, où pullulent les méchants riches qui exploitent les gentils pauvres. Aucune responsabilité des joyeux drilles de mai 68 là-dedans. Et que prône-t-il pour remplacer tout ça, notre Robin des Bois de Santal, dont seul le carbone 14 peut déterminer l'âge? Je vous le donne en mille. Il rêve de nationaliser les sources d'énergie, l'électricité, le gaz, les charbonnages et les grandes banques. Il veut, je cite, le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés. Il veut affranchir la société de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. C'est là qu'on se dit qu'on a dû mal lire, qu'on a dû manquer un chapitre. Comment? Cet homme veut tout nationaliser, monopoliser, mais il veut combattre la dictature et le totalitarisme en même temps, sans même se rendre compte que son modèle ressemble bien plus à cette vénérable URSS dont il semble nostalgique qu'au fascisme de droite qui connaissait au moins un reste d'entrepreneuriat privé. Mais au communisme, évidemment, il faut tout pardonner, c'est une noble idée qui a mal tourné, point barre. Lénine et Staline n'ont pas compris Marx. Alors qu'Hitler, lui, il s'est très bien compris lui-même. Certes, le résultat fut à peu près le même, mais dans un cas, la bonne intention sanctifie les charniers, dans l'autre pas. Quant aux moyens prônés par cet homme qui devrait savoir que les seules révolutions qui tiennent la route sont celles qui ont lieu dans les cœurs et les têtes des hommes, il les présente d'une manière très étonnante. Sauver le monde implique pour lui, ça ressort très clairement de ces 13 pages, il fallait qu'il soit substantiel sur 13 pages, n'est-ce pas? Implique pour lui d'abord, tenez-vous bien, le sauvetage de Gaza. Vous connaissez? Il veut sauver d'abord une place forte de l'islamisme. C'est pour ça que cet homme se bat, parce que c'est de là que le monde sera sauvé. Là-bas, il a pu admirer, je le cite dans le texte, le patriotisme, l'amour de la mer et des plages, des Gazaouis. C'est fantastique cette évocation de l'enfer créé par Israël. On se croirait dans un film hollywoodien. Puis il poursuit ses louages des Gazaouis en relevant leur, je cite, préoccupation du bien-être des enfants innombrables et rieurs. C'est évidemment pour rire qu'ils sont éduqués à la haine du juif. Et s'ils portent uniforme et Kalachnikov à 5 ans déjà, c'est uniquement pour créer un esprit plus convivial sur les plages. C'est sans doute cet esprit convivial qui est à l'origine de la compréhension du brave Hessel pour les dizaines de roquettes qui frappent Israël tous les jours, car selon lui, je cite de nouveau, si le terrorisme est inacceptable, il faut être indigné aussi là, la réaction populaire
ne peut pas être que non violente. Ah, il faut donc qu'elle soit violente et non violente en même temps. Cette réaction, est-ce que ça veut dire qu'il faut tirer sans tuer, frapper sans blesser, mieux encore tuer sans qu'il y ait de mort? Pour ma part, je ne vois pas l'esquisse d'une réalisation pratique de cette étrange exigence en terre de Palestine. Ça fait 30 ans qu'on y meurt pour de vrai, parce que la réaction populaire n'est pas que non violente. Toujours est-il que Hessel comprend l'exaspération des Gazaouis, exaspération non pas dirigée contre le Hamas totalitaire, non, mais contre le voisin israélite démocratique. Guidés par des fous de Dieu sanguinaires, ces braves gazigouilleurs, qui veulent éradiquer la seule démocratie du coin pour instaurer un dogme déshumanisant à sa place, ont toute la sympathie de notre justicier presque centenaire. Au lieu de l'état de droit, ils veulent la charia et la loi du talion. Au lieu de l'égalité homme-femme, un patriarcat d'un autre âge, au lieu de la liberté de croyance, la contrainte. Et est celle d'applaudir, de complaindre Gaza sans se fendre d'une seule phrase sur le Hamas. Alors il n'en parle jamais. Donc c'est comme si c'était une sorte de... C'est assez étrange parce qu'il l'idéalise à fond, il le dépeint comme presque un paradis sur terre, et puis d'un autre côté, il paraît que c'est l'enfer. Alors si c'est ça l'enfer, je veux bien m'y déplacer et y être condamné. Que voulez-vous? 13 pages. C'est certes commode pour effeuiller les pâquerettes, mais beaucoup trop court pour affronter les ronces et les épines des vérités désagréables. En désespoir de cause, notre brave indigne, ou indigné, se tourne vers, en mille, Sartre évidemment, son maître à penser. C'est chez lui qu'il trouve la solution au dilemme dans lequel il s'est fourvoyé. La violence ne doit pas être évitée parce qu'elle est condamnable en soi, moralement répréhensible, non. Elle doit être évitée car, je le cite à nouveau, elle n'est pas efficace. Ah bon, ça ressemble vaguement au moratoire de frère Tariq sur la lapidation. Lui aussi, il nous étourdit par son verbiage pour ne pas devoir condamner la violence sur le fond, n'est-ce pas? Mais revenons à Hessel. Selon lui, c'est donc par pur utilitarisme qu'il faut éviter la violence parce qu'elle n'est pas utile, qu'il y a mieux comme moyen sur le long terme. Alors, quel est ce moyen supérieur selon Hessel? D'après lui, il faut se fonder sur les droits, dont la violation, quel qu'en soit l'auteur, doit provoquer notre indignation. Alors, pas la punition, donc, pas la répression, non, simplement une solide indignation. Heureusement que le Hamas, lui, respecte si scrupuleusement ces fameux droits qu'il n'a pas encore eu l'heure de susciter l'indignation hesselienne. C'est beau, l'indignation à géométrie variable. C'est utile et ça permet de condamner avec tellement de force qu'aucun jugement formel n'est plus nécessaire. C'est que l'indignation fonde le bon droit, puisqu'aucun salaud n'a le droit d'être indigné. L'indignation est donc forcément toujours juste. Et finalement, dans un autre passage mémorable de son texte, je me suis un peu quand même amusé à faire une analyse littéraire de la prose hesselienne, le vénérable Pourfendeur s'attaque au toujours plus de la société moderne. Dans le domaine financier d'abord, où l'on peut évidemment être d'accord avec lui. Je veux dire, c'est le seul point que je partage avec lui, c'est quand il fustige le système financier globalisé actuel, avec le rôle que l'on sait. Donc, vous avez vu que maintenant les banques sont en train de placer leur bonhomme à la tête des États, n'est-ce pas? Goldman Sachs, tout à coup, se trouve plein de premiers ministres partout, c'est fabuleux. Donc là, il y a quand même quelque chose à redire sur ce point. Je peux être d'accord avec M. Hessel. On est d'accord, mais alors, il veut étrangement aussi cesser ce toujours plus dans le domaine des sciences et des techniques. Alors là, notre homme décroche le pompon, parce que, au fond, ce qu'il veut, c'est une science qui fait du surplace, une recherche qui ne cherche plus, une technique qui renonce à évoluer. Donc si on ne veut pas du toujours plus dans le domaine de la recherche et des sciences, ce qui est quand même le propre de l'homme, c'est de vouloir toujours améliorer ses techniques, c'est fondamental, c'est toute notre civilisation qui est construite sur ce principe. Là, j'ai vraiment beaucoup de peine à comprendre comment il peut justifier ça et dire aux jeunes, arrêtez de chercher, arrêtez de développer des techniques, parce que la place devenant étroite sur cette planète, vu qu'on est de plus en plus nombreux, il faudra peut-être essayer de compenser techniquement, et ça permettra peut-être de nourrir plus de monde. Mais bon, pour un homme qui se dit progressiste et indigné contre tout ce qui veut limiter et cloisonner, c'est quand même assez fort de tabac. Pourtant, un peu de recherche dans le domaine de la démence ne serait pas de trop pour éviter de tels arguments dans le futur. Mais que voulez-vous? En 13 pages, une certaine compression des lieux communs est inévitable. Ce qui compte, c'est le grand geste, l'envol lyrique,
l'émotion s'élevant sur les ailes de l'indignation. Cette indignation qui est dans l'épicentre des tressaillements de la pensée hesselienne, cette pensée qui n'est qu'à 2 S de la pensée hegelienne. Regardez autour de vous, dit-il aux jeunes, vous y trouverez les thèmes qui justifient votre indignation. C'est que selon lui, il l'explique dans le texte, il faut d'abord cultiver en soi l'indignation, et ensuite seulement partir en quête d'un objet la justifiant. L'indignation issue d'une frustration primale, d'un sentiment d'injustice diffus face à la vie, voilà l'attitude première à avoir. Les objets destinés à la justifier après coup, ils suivront d'eux-mêmes. J'en ai d'ailleurs fait un catalogue éloquent et humoristique dans Antifa. Hessel, avec Sartre, part du présupposé que l'enfer, c'est forcément les autres. Ces autres contre qui il faut s'indigner. Les israélo-juifs, les fachos, les riches, les bourgeois, les catholiques, les blancs, les hommes, et j'en passe. Dire qu'à 94 ans, 94 pour parler français, cet homme d'expérience n'a pas encore compris que le paradis et l'enfer est d'abord en nous, en chacun d'entre nous, et que la quête essentielle de notre vie réside dans le « connais-toi toi-même » de Schiller. À quoi bon une indignation à tout vent contre des ombres émanant de ses propres frustrations? À quoi bon chercher à fustiger l'autre, le frère humain, qui ose penser différemment? Ce qui est ennuyeux avec l'indigné, c'est qu'il condamne par l'émotion ce qui devrait être réfléchi, débattu sans préjugés et résolu, sans couvrir d'opprobre ceux qui préconisent des solutions différentes. Ce qui est dangereux avec l'indignation, c'est qu'elle ne pardonne rien à certains et passe tout à d'autres, et qu'elle érige en l'autorité absolue une subjectivité qui tremble d'émotion et se prétend pourtant objective. Ce n'est pas ça, la sagesse que l'on peut attendre d'un vieillard au crépuscule de son existence sur Terre. Ce n'est pas en s'étouffant d'indignation qu'il fera souffler un vent nouveau sur le monde. Dans son texte, il se plaint aussi des médias, en disant, voilà, s'il y a un monopole, il n'y a plus de liberté de la presse. C'est quand même étonnant, cette société où les médias sont entre les mains des nantis. Il semblerait qu'au vu des chiffres de vente qu'il a eus et puis de la couverture médiatique dont il bénéficie, les nantis sont de son côté. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que alors moi j'ai beaucoup plus de peine à faire connaître mes textes que lui. Alors voilà, confronté à tant de mauvaise foi et d'incohérence, et cherchant à tout prix à éviter à répondre à l'indigne indignation par une indignation contraire, je me suis demandé quel pourrait bien être le moyen adéquat pour répondre à ce gauchiste bien pensant dont les rides cachent bien mal le sectarisme compulsif. Fallait-il le contredire? Fallait-il rédiger un manifeste opposé au sien? Tout cela me semblait vain. D'abord parce qu'on ne répond pas à un adversaire en utilisant les mêmes moyens méprisables que lui, et ensuite parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Après mûre réflexion, je me suis dit que ce genre de bobos pétris de bons sentiments, il ne fallait pas les contredire, il valait mieux les faire parler. En est résulté, ce petit opuscule, donc vous voyez la couverture déjà est tout un programme, n'est-ce pas, que nous portons ce jour sur les fonds baptismaux. D'ailleurs, le lieu est vraiment adapté à cet exercice. C'est un texte court, comme celui de Hessel, mais qui évite néanmoins d'être en dessous de la longueur dictée par une certaine décence. Il compte 60 pages, quand même, de monologues, de langage parlé, éructé parfois, 60 pages d'une logorée que seul l'humour rend supportable. 60 pages destinées éventuellement à la scène. J'imagine que bon cas comique qui pourrait trouver son compte. J'ai écrit ce texte au soleil, en Corse. En Corse, un peu cher là. Entouré d'un peuple fier qui règle ses problèmes de manière plutôt corsée, avant d'avoir à s'indigner des effets de son propre laxisme coupable. Je leur ai demandé, vous n'avez pas de mina ici dire? Pachard, il tombe tout seul. Et puis les dealers et tout ça, pas de dealers, ça, ils savent pas nager. Vous comprenez que chez eux, pas d'indignation. Beaucoup de soleil et de la bonne humeur. Et du pastis. Bien. Car l'indignation, au fond, n'est rien d'autre que le luxe que se paient ceux qui ont été trop lâches pour agir.
C'est le pagne dont on recouvre ses propres manquements. C'est un luxe, le chic de l'indignation, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Antifa devait voir le jour. Pour offrir au lecteur le seul antidote efficace contre la mièvrerie sentimentale, la bonne conscience pontifiante et l'indignation portée en cartouchière, le rire. Oui, cher futur lecteur, je l'espère, vous rirez en lisant ce petit livre, et ça vous permettra de remettre en question les poncifs de notre époque en évitant d'en haïr les turiféraires. Il ne s'agit pas d'haïr l'autre, mais on peut quand même encore rire. N'est-ce pas? C'est de toute façon le dernier rempart avant le désespoir. Car le rire, lui, il a un avantage, c'est qu'il ne condamne pas, il libère. Je vous rappelle le très beau livre de Umberto Eco, où il... Le nom de la rose, n'est-ce pas? Ce fameux traité sur le rire que ce moine essaye de brûler. Et tous les totalitarismes haïssent le rire. Je ne pense pas qu'Hitler devait rire souvent. Imagine, Staline, encore moins, Mao, je ne sais pas. Enfin, c'est pas vraiment le rire qui les caractérise d'abord. Sauf quand ils apparaissent dans un film de Charlie Chaplin. Alors là, évidemment. Mais... Après que mon bobo bien pensant vous aura bien fait rire, vous le plaindrez. Et vous réaliserez, comme moi, je dois quand même l'avouer, qu'une partie de lui existe aussi en vous. Ne serait-ce que sous forme de tentation. La tentation de la facilité. C'est tellement plus facile de s'indigner, plutôt que de se dire, enfin, qu'est-ce que je me mets au bord du chemin, à pleurer le destin, à dire, le monde est injuste, tu es un pauvre, le Calimero, n'est-ce pas? Agissons. Soyons positifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parons au plus pressé. Mais cette indignation-là, c'est quand même un peu la facilité, parce que ça permet de se décharger sur l'objet de l'indignation. C'est l'autre, lui, qui est coupable. Moi, je suis impur. C'est les pharisiens, n'est-ce pas? Les pharisiens ne mourront jamais. Ils sont toujours très actifs dans notre société. J'ose espérer que ça vous rendra encore plus vigilant par rapport à vous-même, car l'ennemi, le vrai, est toujours d'abord en nous-mêmes. Le vaincre dans son cœur nous évite d'en voir apparaître les avatars un peu partout autour de nous. Or, ces avatars-là ont une fâcheuse tendance à saigner lorsque notre indignation nous pousse à les fusiller. Et pour terminer ce petit exposé, je vais quand même me permettre de vous lire quelques passages. Ça, je vais essayer de prendre le ton du bobo. Mais... Donc c'est pas moi qui parle, hein. Il y a quand même lui qui a réussi à m'écrire un mail, il dit, bah, je pensais quand même pas qu'il y avait des... Non, mais attendez, c'est l'illusion référentielle, c'est un gauchiste qui parle. Ah bon? Ne confondez pas. J'aurais dû mettre au début, je ne sais pas, un bobo. Ouais. Pendant que j'y réfléchissais un matin, une indignation salvatrice m'a soudain saisi à la gorge. Une sacrée révélation, je vous dis pas. Et c'est cette indignation qui m'a sauvé. Depuis, j'éprouve tout le temps de l'indignation face à des choses qui jusque-là me laissaient de marbre et qui sont pourtant inacceptables et insupportables. C'est devenu mon mantra à moi. Je suis indigné en voyant un enfant obèse ingurgiter un hamburger. Indigné de voir un fumeur aggraver le réchauffement planétaire avec sa clope, comme le curé Thierry là, ce fumeur avec Thierry. C'est terrible. Je vois un 4x4, même parquet, et je bondis d'indignation. Une femme portant fourrure, même artificielle, indignation. Un hôtel 5 étoiles, indignation. Une femme obligée de torcher ses enfants elle-même. Un immigré orphelin de sa rente invalidité. Un drogué privé de sa seringue. Suprême indignation. C'est fou ce que ça donne un nouveau sens à la vie, l'indignation. Même de voir le soleil mépriser les ombres finit par m'indigner. C'est vrai quoi la fin? Pourquoi l'ombre n'aurait-elle pas droit à sa place au soleil? Mais le sommet de l'indignation, c'est lorsque je suis face à des gens, comme vous par exemple, qui se permettent de ne pas être indignés. Des gens qui trouvent ça normal, les chômeurs en fin de droit, les minorités discriminées, l'inégalité entre les hommes et les femmes, l'homophobie. Ils trouvent ça normal que les paraplégiques ne puissent pas pratiquer le roller skate, que les moches ne gagnent pas les concours de Miss, que les trisomiques ne puissent devenir professeurs à l'université, hein, alors qu'il suffirait d'instaurer un malheureux quota pour corriger tout ça. Moi, je milite pour que les paraplégiques soient plus que mezzo-contents. Et que les cul-de-jack puissent aussi enfin puer des pieds comme tout bipède qui se respecte. Voilà.
On va me répondre que c'est impossible, que la vie est faite comme ça, qu'il faut vivre avec, et qu'un obèse pesant 130 kilos ne pourra jamais gagner un 100 mètres. Bah, c'est même pas vrai. Suffirait de décréter vainqueur le plus lent. Ou alors d'instaurer un handicap. Moi, je sais pas, on attache les jambes des meilleurs pour qu'ils fassent la course en sautant à pieds joints. Comme ça, ils sauraient ce que c'est, le fait d'être des victimes de la justice. Ils seraient moins arrogants, ces winners à la manque, une fois transformés en losers. Au risque d'inverser l'injustice, on pourrait aussi remplacer le 100 mètres par du sumo, comme discipline olympique. Ou alors on interdirait de courir le 100 mètres en dessous des 30 secondes. Ça donnerait aux meilleurs le temps de boire tranquillement un café sur le parcours en attendant que les obèses aient refait leur tas. Ainsi, le lièvre et la tortue franchiraient la ligne en même temps et tout le monde serait vainqueur. Mais voilà, personne ne fait rien. Même les obèses n'osent pas revendiquer la médaille d'or qu'ils méritent plus que tous les Carl Lewis et Usain Bolt du monde, tant ils ont abdiqué face au poids du réel. Moi, ça me fait pleurer, toute cette injustice. Cette cruauté gratuite de la vie qu'on paye pourtant si cher. N'a qu'à se cacher, le bon Dieu n'existe pas, n'a rien créé, parce que l'évolution se passe de lui, et c'est que l'évolution c'est le vrai Dieu, parce qu'elle permet à l'homme de corriger les injustices que la nature lui impose. Voilà, le sens réel de l'existence humaine. Tout le reste, c'est du pipeau. Là, on va me dire que je suis un doux rêveur, que c'est impossible de corriger la nature des choses, que la nature, elle est comme elle est, et que le lion qui bouffe la gazelle, c'est normal, c'est son instinct de survie, et qu'on ne s'apitoie pas non plus sur l'herbe que broute la gazelle, qu'on n'en finirait plus. Eh ben moi, je vous réponds que d'accord, la loi de la jungle, elle impose au lion de bouffer la gazelle, mais que nous, les humains, on n'est ni des gazelles, ni des lions, mais des humains. Ça change tout. Les humains, ça bouffe de la viande et des salades. Ça peut donc être gentil et méchant en même temps. Parce que ça a le choix. Tout est dans le choix. Avec les salades, t'es un gentil qui tend vers le vert. Avec la viande, t'es un salaud, limite anthropophage. À part si la bidoche, elle est halal, car là, c'est justifié culturellement. Pourtant, malgré les différences entre les hommes qui ont le choix et les bêtes qui ne l'ont pas, il y a beaucoup d'analogies entre les deux si on veut bien regarder un peu plus loin que le bout de la loi de la jungle. Prenez le putois. Le putois, il pue. Eh ben, c'est injuste. Bien sûr, on va me dire que c'est normal que dans le règne animal, son odeur le protège, etc. Bon, d'accord. Mais il pue quand même. Et ça, c'est injuste. Même si ça peut s'avérer utile du point de vue sécuritaire. Parce que si ça se sent qu'il sent mauvais, le putois, ben c'est uniquement que l'entourage refuse de puer avec lui. C'est pourtant clair. Quand tout le monde sent mauvais, plus personne ne sent rien, et tout le monde se sent mieux. Le putois n'est plus discriminé pour son odeur. À partir de là, plus personne ne peut prétendre ne pas pouvoir sentir le putois. Bon, au sens propre. Et le putois ne risque plus d'être bouffé. Tout le monde devient tolérant pour l'odeur de l'autre qui est identique à la sienne. Avec ça, on est tous frères, et l'odeur de sainteté qui se répand vaut tous les encens des églises. Car l'humanisme, ça se hume. Il y en a qui ne veulent pas accepter ça. Ils prétendent mettre les gens au parfum avec des idées nauséabondes. Ils revendiquent le droit de puer à leur guise et d'exclure ceux qui puent différemment. Non, vous vous rendez compte ? Ça finit toujours par des épurations ethniques, ces théories-là. Plus de putois, plus d'odeur. Voilà comment les fachos entendent nous mettre au parfum. Moi, je leur réponds qu'on est tous putois face à l'injustice et la violence. Et face au parfum, on est tous des victimes. Voilà un petit extrait, j'ai essayé de faire vite, de schématiser. Ça vous donne la tonalité. Et maintenant, je suis prêt à entendre vos questions. Enfin, alors, pour les questions, donc, C'est ton voilà, tout s'écoule. Je crois que c'est votre caméra. Donc, vous levez la main, vous vous approchez de la salle, et alors, s'il vous plaît, hein, comme toujours, des questions. Des commentaires très courts, et si possible, une question. Alors, qui veut poser la première? C'est toujours un peu compliqué. Qui est le plus courageux d'entre nous? Ou la plus courageuse, pardon. C'est un monsieur. Alors, tu t'approches. Donc vous pouvez poser des questions aussi générales sur la politique, sur la Suisse éventuellement, la démocratie directe, enfin,
Dans ma mesure des possibilités, je répondrai. Mais sur la physique quantique, non. La question va être rapide. Est-ce que vous avez envoyé un exemplaire à Stéphane Hessel? Est-ce qu'il vous a répondu? Ça, on l'a oublié. Ouais. Bon, on va le faire. Merci de la suggestion, Jean. On lui envoie un exemplaire. Bah oui, c'est comme des choses. Espérons qu'il saura rire. Non, en fait, ce qu'il faudrait, c'est un débat, mais... Ça serait encore, voilà. encore plus rigolo. Mais il est assez difficilement joignable, donc... Oui, mais lui envoyer un exemplaire, Ça, c'est faisable. ça devrait être possible. Le débat- Très bonne suggestion, merci. Tu notes, hein, Je note. De toute façon, c'est enregistré. Madame, Moi, c'était. rapprochez-vous un peu. Je me rapproche, je me mets où? Voilà. Ici? Oui, c'était juste une petite remarque parce que ça me fait penser à Fabius, notre ancien ministre, qui. Il y a moins de cheveux que moi. Je crois que, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il fallait ne plus faire payer de vignette aux gens qui avaient une voiture. Ou un truc comme ça. Et il avait dit, ah oui, mais ça c'est injuste pour ceux qui n'en ont pas de voiture. Ah. Donc c'était un petit peu ce genre de rapprochement. Donc à ce moment-là, où va-t-on comme ça, je veux dire. Et personne n'a tiqué à l'époque, enfin moi ça m'avait fait hurler, ça remarque. Et je crois que les politiciens essayaient de nous abrutir, quoi, en fait. Et les socialistes sont très forts pour lancer toujours des idées ridicules, et personne ne relève. Voilà, ma petite remarque. Ce que vous relevez là est parfaitement juste. Je les côtoie au Parlement, je les connais bien, les camarades. À force d'égalitarisme, ils détruisent les libertés. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils prétendent toujours défendre la liberté et la dignité à travers, en fait, un exercice qui veut mettre tout le monde à la même hauteur. Et pour arriver à mettre vraiment la toute grande masse à la même hauteur, il faut être au ras des pâquerettes, sinon c'est pas possible. Donc il y a un nivellement par le bas de la société en général, pas seulement de l'école. Un exemple concret, ils avaient voulu introduire chez nous, ça a été d'ailleurs le point initial de ma démarche politique, donc de mon engagement politique. J'enseignais donc, vous appelez ça un collège, un gymnase, enfin ils ont 17 à 19 ans, c'est avant d'aller à l'université. J'enseigne la littérature allemande. Et dans cette réforme, ils ont constaté la chose suivante, une injustice fondamentale. Certains élèves, quand ils rentrent le soir, les parents peuvent les aider à faire les devoirs. D'autres élèves, quand ils rentrent le soir, les parents ne sont pas là, ils ne peuvent pas au travail, ne peuvent pas les aider à faire les devoirs. Conclusion, il ne faut plus donner de devoirs. Et voilà. Je crois qu'on a résumé l'idée malade, quelque part, qu'il y a là derrière. Donc plutôt que de renforcer celui qui est faible, de le tirer vers le haut, non, on va encore descendre celui qui est bon. C'est dramatique. Moi, je ne peux pas, évidemment, partager ce genre de philosophie. Donc vous avez parfaitement raison. Alors, autre question, monsieur. Une simple question. Est-ce que votre analyse sur les frustrations ne rejoint-elle pas un peu celle de René Girard sur le désir mimétique et sur la montée aux extrêmes à laquelle nous assistons aujourd'hui, suite à ce désir mimétique mal régulé? Votre analyse des frustrations des gens, c'est-à-dire de l'indignation que vous avez montrée. L'indignation qui se nourrit elle-même, comme vous avez montré. C'est une simple question. Bon, l'indignation, on peut avoir de la colère, la frustration, on peut avoir peur, il y a beaucoup d'attitudes qu'on peut avoir, mais l'indignation, elle a quand même pour moi quelque chose d'ailleurs ce titre, le chic de l'indignation. Être indigné, c'est une sorte de posture. Je gonfle le torse, je suis indigné, n'est-ce pas? Là, vous voyez, c'est terrifiant. Ça, je supporte pas. Et je ne crois pas que... la colère, c'est normal. Moi, franchement, j'ai la colère. Quand je vois certaines décisions politiques, on nous ment de manière honteuse. Par exemple, quand on a introduit Schengen chez nous, on promet au peuple 70 millions, ça va nous coûter. Et puis alors la sécurité, les garanties, c'est fabuleux. Il y a une sorte de SIS, banque de chiffres, donc comment on appelle ça, banque centrale de données, tout va jouer. Voilà. Eh bien, 5 ans plus tard, constat, c'est 500 millions que ça nous a coûté. Et puis, on a doublé le nombre de cambriolages. Ah, alors c'est fabuleux. Donc là, moi, des moments, je les ai quand même là. Hein, et c'est de la colère, mais c'est pas de l'indignation. Et puis alors qu'est-ce que je fais? Je vais me battre. Je vais agir contre le fait. Maintenant les gens, eux, ils sont comme ils sont. Hein, ils sont menteurs, ils sont lâches, ils sont des fois courageux, ils sont nobles, ils sont tout. Essayons dans le combat politique de ne jamais jouer l'homme. Mais par contre les faits, on peut les fustiger.
Donc, chaque fois quand on parle, par exemple, des problèmes que nous occasionnent l'immigration, je parle de la criminalité importée. C'est bien le fait qui me gêne. L'histoire on a gagné le vote sur l'expulsion des étrangers criminels, c'est bien leur action sur le territoire national qui nous embête, qui embête aussi les étrangers qui se comportent bien d'ailleurs. Dans le combat contre l'islam, c'est le dogme islamique, c'est ce qu'engendre ce dogme. Qui me gêne, c'est pas les êtres humains qui en sont d'ailleurs les premières victimes. J'ai entendu sur quelqu'un qui a dit il faut libérer les musulmans de l'islam, quelque part c'est ça. Mais c'est vrai que le printemps arabe n'est pas en train d'aller dans cette direction-là, évidemment. Donc si on arrive à faire la part des choses, garder un peu d'humour, aussi une distance par rapport à soi, mais un peu d'autodérision fait du bien. Je promets à me foutre de ma gueule, donc ça va bien. Ça permet de jouer avec les énergies. Si vous commencez à être indigné, à être frustré systématiquement, à avoir mal, vous allez automatiquement développer de la haine. Et la haine, vous allez la développer pour l'être humain. Et là, vous devenez très vite très con et très dangereux. Donc c'est le truc à éviter. Le jour où je sens ça en moi, j'arrête la politique du jour au lendemain parce qu'alors, vaut mieux. Mais vous avez raison. Je pense que ces réactions viennent d'une frustration. Mais vous voyez, l'indignation, c'est une attitude particulière que je trouve inadaptée. C'est snob, voilà, c'est ça, le chic de l'indignation snob. Bonjour, en fait, vous avez critiqué le dogme islamique qui pouvait surtout se résumer à parfois l'aspect patriarcal de la famille, l'aspect des valeurs, en fait, comme l'honneur, la fidélité, qu'on peut retrouver en même temps en Europe sous les valeurs du catholicisme. Et en même temps, au début, vous avez aussi critiqué la baisse de morale. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, d'une certaine mesure? Non. Où se trouve, vous prenez la planète Terre, dans quel pays est-ce que se sont développées des démocraties, mais je dis des démocraties dignes de ce nom, hein, bon, dans les territoires d'origine chrétienne? Vous pouvez regarder, c'est là où était la chrétienté que les démocraties se sont développées. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi? Hein, parce que c'est la tendance justement de nous dire « Oh, mais attendez, les fondamentalistes chrétiens, vous n'êtes pas meilleurs, c'est la même... » Bon, d'accord. Non, attendez. Il y a déjà dans les textes de base, je vous rappellerai simplement deux principes fondamentaux. Vous avez « Mon royaume n'est pas de cette terre ». Donc on est clairement dans une logique autre, c'est pas d'établir un pouvoir ici sur cette terre. « Mon royaume n'est pas de cette terre ». C'est quand même assez clair. Et rendez à César ce qui est à César, etc. Ça aussi, déjà dans les textes de base, préfigure cette séparation. Et c'est ce qui me permet de faire de la politique sans être un dogmatique religieux qui fait de la politique. Je suis un homme de foi, je crois, je suis convaincu que Dieu existe, que le monde a un sens, ma vie a un sens, sinon, je sais pas, moi, le coup de Camus, il faut s'imaginer Sisyphe heureux qui pousse son caillou. Moi, j'ai beaucoup de peine. Imaginons le matin, brosser les dents, ma vie est absurde, tout ce que je vais faire est absurde, rien n'a de sens, c'est nul ce que je fais, mais je suis heureux. J'ai un peu de peine à imaginer cet exercice, franchement. J'ai encore besoin d'avoir un sens. Voilà. Mais là, je me suis un peu perdu. Donc, on partait de cette séparation qui est prévue dans les textes fondamentaux, les évangiles, et qui ont permis, évidemment, ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, évidemment qu'il y a eu des soubresauts et qu'il y a eu des dérives, comme toujours dans les sociétés humaines. Pas non plus idéaliser notre propre histoire, elle a aussi ses zones d'ombre. Mais on est quand même arrivé à un certain moment à un exercice qui définit des droits fondamentaux, intouchables, la dignité de l'individu. On ne peut pas, au long d'une raison d'État, vous sacrifier. C'est la différence entre l'état de droit et puis un état totalitaire. Par contre, si vous prenez le dogme islamique, vous prenez le texte, et M. Hilou est là pour, je pense, le confirmer, qui connaît bien mieux puisqu'il vient de ce monde culturel-là, à la base, l'idée est totalitaire. C'est quelque chose qui n'est pas évolutif, c'est quelque chose qui est défini une fois pour toutes, point. Et l'homme n'a pas la possibilité de faire fluctuer ces choses et de les modifier à sa guise. Et il n'y a pas de séparation
Et c'est le problème que vont avoir ces soi-disant démocraties qui sont en train de se créer dans ce printemps. Moi, franchement, quand je vois le printemps arabe, je préfère l'automne suisse. Même l'hiver. Bon. Parce que ils vont être automatiquement confrontés à cette contradiction fondamentale. C'est pas possible, ce n'est pas prévu dans le dogme, ce n'est pas prévu dans le système juridique, parce que c'est un dogme particulièrement juridique. C'est pas l'aspect théologique qui est problématique entre les chrétiens, les différentes religions. C'est surtout ce fait que là, nous avons un dogme qui est particulièrement juridique. Le lien privilégié avec Allah est d'abord un lien juridique. La loi précède la morale. Vous êtes moral si vous respectez le catalogue. Et le catalogue vous dit, tu tueras dans telle situation, tu tueras de cette manière, tu tueras ce jour-là, tu ne tueras pas ce jour-là. C'est un catalogue très évolutif, là, évolué, je veux dire. Et l'être est moral ou pas moral s'il respecte ou ne respecte pas ce catalogue. Chez nous, nous avons le décalogue. À la base, nous avons d'abord une morale. Et découle ensuite de cette morale des lois. L'inversion est quand même saisissante. Et c'est pour cette raison que ces deux systèmes, ils sont contradictoires. On pourra me raconter ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont des salauds, j'ai jamais dit ça. C'est pas vrai, c'est tout simplement faux. C'est des victimes d'abord. Si vous prenez les attentats de ces dernières 10 années, le 85% des victimes sont des musulmans. Ce n'est pas des chrétiens ou des athées, c'est des musulmans eux-mêmes. La plupart du temps. Donc il y a une violence inhérente là-dedans que, à mon avis, on parle toujours de son prochain. Alors le prochain, pourquoi ça devrait être absolument toujours le terroriste? On doit comprendre, n'est-ce pas, comme Hessel comprend que ces gens, parfois ils se fassent sauter dans des pizzerias israéliennes. On peut les comprendre, dit-il. Légitime pas, mais on comprend. Non, moi je comprends pas. Je trouve que c'est pas normal. Ils peuvent se battre, il y a des moyens, mais on se bat pas de cette manière. Pour moi, c'est à la base, parce que la morale précède la loi, à la base, moralement, tu ne tueras point. Fini. Discute pas. Puis après, on se bat avec les moyens autres. Mais tu ne tueras point. Alors que si on commence à dire, ouais, non, mais enfin, si, quand même, dans certaines situations, éventuellement, on pourrait. Non, c'est fini. C'est fini. C'est la boîte de Pandore. Vous ne vous arrêtez plus. On ne peut pas tuer un petit peu. C'est comme l'avortement. Le bébé, il est mort entièrement. Pas un petit peu. Il y a le bras qui vit encore. C'est quoi ça? Il y a des domaines, c'est tout ou rien. L'amour, c'est la même chose. Je t'aime un peu. Non, je t'aime pas, quoi. Enfin, t'es pas aimer un peu. Dès qu'on commence d'ailleurs à énoncer les raisons de l'amour, alors c'est déjà sûr, passer plus loin, il n'y a plus. Donc, parce que c'est point, je t'aime. Punct. Il n'y a pas d'explication à donner. Dès le moment où on se sent déjà rien que le besoin de donner des explications, c'est déjà foutu. Mais pour prolonger la question du jeune homme, parce qu'il disait, pour prendre l'exemple de l'avortement, non mais l'avortement, l'islam est contre l'avortement. Donc là, il y a un système de valeurs, c'est ce qu'il disait. Donc, est-ce qu'il y a tout à rejeter dans l'islam? Est-ce qu'il peut être réformé ou pas? Alors, alors admettons que l'islam puisse vivre, que ce soit possible. Mais jusqu'à maintenant, ceux qui ont essayé, ils se sont retrouvés, évidemment. Non mais tu as perdu la tête, tu réfléchis plus, c'est sûr. Mais je pense que s'il permettait ne serait-ce qu'une exégèse, je prends le fameux discours de Ratisbonne qui avait tant fait couler d'encre du pape Benoît XVI, où il dit, si l'homme est doté de raison, s'il a été créé par Dieu, c'est que Dieu a voulu lui donner cette raison. S'il lui a donné, le logos, la raison, c'est qu'il a voulu qu'il l'utilise. Sinon, à quoi bon lui donner alors le libre choix et une réflexion s'il ne peut pas l'utiliser? Alors il dit, et ce que je trouve quand même quelque chose d'assez remarquable, venant du pape, en disant, mais utilisez vos têtes. C'est pas? Nous, on avait fait une affiche, vous avez les musulmans qui sont tous pour là. Puis j'avais mis, utilisez vos têtes, votez UDC. Sensiblement, la tête, il la cache, là, c'est sûr. Donc c'est pour cette raison que si l'islam permet un regard critique sur les textes, une exégèse, voire instaure des mécanismes pour rendre la chose évolutive. Mais là, franchement, j'ai un doute. En tout cas, pour le moment, on ne va pas dans ce sens. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en dis? Alors, l'islam quand même a évolué. Avant de couper la tête aux apostats, on l'étourdit préalablement.
moment-là, les apostats ne sont plus halal. Alors, question de Christine, bonsoir. Bonsoir Oscar. Oui, je voulais peut-être entrer un peu en contradiction avec toi sur ce que tu viens de dire. Ça devient parce que- intéressant. Bah oui, forcément. Parce que si je suis bien d'accord sur les sources chrétiennes de notre civilisation sont importantes, je crois que tu as négligé deux choses qui me semblent aussi fondamentales et qui font une grosse différence avec l'islam. C'est d'abord le rôle de l'Empire romain. On est les héritiers de la romanité et la laïcité est arrivée chez nous via les prêtres qui sont allés la chercher à Rome. Et que c'est comme quelque chose qui est fondamental, où on a appris ce qu'est le res publica, vraiment, à l'intérêt général. Donc ça, c'est vraiment le premier élément qui me semble qu'il ne faut pas négliger. Et puis le deuxième, moi j'aime bien Camus et sa notion de l'absurde, parce que ce qui est génial, c'est justement parce que la vie est absurde, parce que personne n'a donné sens, c'est à nous de lui donner ce sens. Et ça, c'est magnifique, c'est la merveilleuse liberté de l'homme, et l'islam interdit cette liberté à l'homme. L'islam donne toutes les réponses et interdit qu'on se pose des questions. Voilà, c'était juste une contradiction. Le libre choix, oui. D'ailleurs, être mystique ou croyant n'empêche pas. Je ne parle pas du dogmatisme étroit, mais si tu donnes un sens à ta vie, un sens qui est limité à toi, etc. Donc, c'est clair, tu as déjà défini que ce sens mourra avec toi. Ah, il faut que je revienne. Donc, avec toi, ce sens, il meurt. Non, pas spécialement, parce que ton sens, ça peut être aussi, tu as une vision de la société, une vision de l'homme, de l'art, de tout un tas de choses. Je veux dire, tu n'es pas un être humain individuel, c'est-à-dire que moi, je suis quelque part, j'aime pas Sartre. Je n'aime pas Sartre pour un certain nombre d'engagements, mais j'aime beaucoup Sartre pour sa philosophie. Et l'existentialisme me semble fondamental là-dessus, à savoir qu'effectivement, l'existence précède l'essence. Pour moi, c'est ce que tu fais qui fait que, que tu existes quelque part. Hein. Ça ne t'est pas donné, et c'est pour ça que finalement je suis pour la liberté d'avorter, parce que la femme qui existe, qui est, elle donne un sens aux choses, et elle est fondamentale, elle est prioritaire. Le bébé, lui, il pourra plus donner un sens à rien. Non, parce qu'il n'est pas encore, il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né. Et ça, on ne va pas entrer sur un appartement. Bon, on sera peut-être pas d'accord là. J'ai aussi une question quand même un peu provocatrice. Bon, bien sûr qu'il est vrai que le christianisme était le plus apte à développer cette Europe dont on peut être fier, avec non seulement bien sûr la démocratie, mais aussi l'esprit humain et ses conquêtes quand même. Alors, la Grèce avant, hein, il faut dire que quand même la Grèce, avant même qu'il y ait le christianisme, ont exploré énormément par eux-mêmes, d'abord les mathématiques, qui sont quand même le fondement du raisonnement, et donc même s'ils avaient les dieux, ils étaient un petit peu en hauteur, mais ils sont débarrassés. Mais il y a toujours quelque chose quand même qui me turlupine quand on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Or, justement, je me suis posé toujours la question, mais pourquoi ces chrétiens ont été persécutés finalement? C'est qu'ils ne donnaient pas tout ce qui revenait à César, et surtout le culte. Parce que le culte de César, c'était quand même le représentant de la République. Or, la République, justement, César reconnaissait toutes les croyances, peu importe qu'elles soient chrétiennes, juives ou autres, mais ces chrétiens, quand même, ne respectaient pas cette liberté de tous. Ça veut dire ce culte rendu à César, c'est quand même aussi à la République, à la Res Publica. Est-ce que ce n'est pas une contradiction quand même, ou alors une sorte de jouer sur les mots, de transformer finalement, c'est ça, c'est de dire que finalement, quand même, les chrétiens ne rendaient pas à cette époque-là tout ce qui revenait quand même à César. C'est le culte à l'empereur. Ça dépend de l'interprétation qu'on en fait, mais je peux rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire j'ai une certaine responsabilité en tant qu'homme politique par rapport à mes électeurs, par rapport au pays, par rapport aux valeurs qui... Voilà, ça c'est la res publica, c'est une activité.
je ne me renie pas moi-même en tant que croyant ou athée, c'est égal. Ça, je ne peux pas non plus devenir schizophrène. Mais par contre, ceux qui regardent mon âme me regardent que moi. C'est au-delà de tout le reste. Ça, c'est ce que je vais rendre à Dieu. D'accord? Maintenant, c'est clair qu'il y a une interpénétration des deux, ça c'est vrai. Ça, je ne pourrais pas l'éviter. Je ne pense pas que d'être chrétien, si on l'est honnêtement, ça implique quand même certaines actions et ça implique que certaines choses ne le font pas. Par exemple, je n'ai jamais accepté de prébende ou des choses comme ça, ou ce qu'on appelle chez nous les conseils d'administration, c'est toujours très lucratif, mais quelque part on se fait acheter par l'économie. Hein. Donc ça, moi, ça me l'interdit. Maintenant, si je me référais pas à un système de valeurs de ce type-là, bon oui, pourquoi pas prendre de l'argent? La vie est courte, de toute façon, dans quelques années je suis plus là, autant que j'en profite. Vous voyez? Mais il y a l'idée de séparer les deux évite qu'un dogme, justement, écrase la République parce qu'il prend le pouvoir et parce qu'il est plus fort que les autres, ou parce qu'il est plus juridique que les autres. Le problème que nous avons actuellement en Europe, c'est que nous avons tué notre propre spiritualité. Se dire chrétien de nos jours, c'est quasiment proférer quelque chose de choquant, ouais, ça choque, ça et puis d'ailleurs, on se fout de la gueule des catholiques, c'est pas grave. Alors, il est clair qu'on s'étonne ensuite de la progression de l'islam, qui est une sorte de dogmatisme de corps de garde, qui ne résisterait pas un instant face à un vrai mysticisme, face à une vraie spiritualité. Mais étant donné que nous nous sommes vidés nous-mêmes de notre substance, il entre dans notre société comme dans du beurre fondu. Voilà le problème. C'est notre faiblesse qui rend ces gens dangereux et forts. Et là, on doit retrouver... Et ce n'est pas pour opposer un dogmatisme à un autre dogmatisme. C'est quelque chose de totalement différent. C'est quelque chose qui nous habite, qui est au fond de nous-mêmes. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler comme on veut. Ça existe même dans Christine Tazin, même si elle le refuse. Elle est habitée. Parce que pour moi, vous voyez, je vais vous donner un exemple très concret. Je parle à Christine. Je n'ai à aucun moment l'impression de parler à deux bras, deux jambes, une tête, des épaules, etc. Je parle à quelque chose ou quelqu'un qui est au-delà de ça, que je ne peux pas saisir, que je ne peux pas voir vraiment, physiquement, mais qui est là, qui est infiniment là. C'est quoi ça? Ce quelque chose qui m'échappe complètement, que je ne pourrais jamais définir, jamais saisir, jamais même connaître dans tous ces détails. C'est simplement là. Et ça ne se réduit pas à... Je pourrais faire l'analyse biologique complète de ce phénomène physique que représente Christine Tazin dans le matérialisme athée, et je n'ai absolument à aucun moment saisi le mystère que représente cet être humain. C'est l'essence. D'essence divine, pour moi, Dieu est là, il est dans le regard de Christine. Dieu, c'est l'essence. Tu me regardes, bon Dieu, tu me regardes. Alors, autre question. Là-bas. Bonsoir. J'ai une question à propos des droits. Pardon. Faut bien que vous entendiez. Une question à propos des droits de l'homme. Pour moi, le christianisme est à l'origine, le fondement même des droits de l'homme. Et cependant, selon moi en tout cas, on assiste à une dérive des 10 droits de l'homme. Donc personnellement, je ne vois pas la fin. Et je voudrais connaître un peu votre analyse, d'une part, et si vous êtes d'accord avec le terme de dérive, qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous, pour stopper et ramener à quelque chose de plus sensé? Merci. Oui, alors c'est vrai que nous avons une dérive parce que les droits de l'homme sont devenus un instrument de répression. Tout à fait. C'est marrant, ils se retournent contre eux-mêmes, au fond, pour garantir les droits de minorités de plus en plus différenciées minoritaires. On va finalement bafouer la majorité. Et la majorité, c'est tout le corps social. Et donc, tout le corps social se retrouve tout à coup prisonnier de micro-intérêts. Alors, attendez, ce petit groupuscule-là, attention, ici il faut comme ça, là comme ça, et ça devient des petites lois d'exception démultipliées. Le phénomène engendre d'ailleurs, de manière saisissante en France, une recomposition même du paysage géographique, parce que vous avez éliminé la frontière qui définissait l'État-nation, sans basculer dans le nationalisme ou quoi que ce soit. C'est un corps
qui avait il y a une idée, il y a l'émanation d'une histoire, d'un enracinement et d'une idée qui était définie par cette frontière. Cette frontière était ce qui protégeait et définissait ce phénomène qu'est, prenons la République française. Chez nous, c'est la Suisse, avec son histoire propre, qui garantit aussi la différence entre deux histoires, deux identités, deux conceptions complètement différentes. Ça garantit la diversité. Et ça garantit aussi l'idée même de tolérance, puisque l'autre étant différent de moi, je dois être tolérant pour entrer en dialogue avec lui et on s'enrichit mutuellement. Si l'autre me ressemble comme me ressemble mon reflet dans le miroir, j'ai jamais eu de problème à être tolérant envers mon reflet dans le miroir. Ça, c'est un exercice très facile. Mais le différent, Christine Tazin ne pense pas comme moi, elle a le droit de penser différemment, elle voit le monde autrement, c'est pas grave, on s'en fout. Ce qui compte, c'est de toute façon l'être humain et que ce dialogue se maintienne, et puis après on peut avoir des visions différentes. Voilà, alors là maintenant, si je prends le territoire français, on a éliminé cette frontière qui définissait, qui protégeait, et on a remplacé ça par une multitude de micro-frontières, où il faut quasiment payer sa dîme maintenant pour être livreur à Marseille. Si vous entrez dans certains quartiers, c'est comme au Moyen-Âge, vous payez la dîme à l'entrée. Vous avez des multiples lois particulières, maintenant en Grande-Bretagne, ils enseignent même la charia là, dans les écoles, ils commencent à... Et vous avez la destruction, finalement, du bien commun, summum bonum aussi, hein, de ce principe qui devrait nous unir, et il disparaît, et il se fractionne, parce que chacun n'a plus que des droits particuliers, de plus en plus particuliers, mais alors un devoir par rapport à la collectivité dans sa globalité, ça alors c'est fini. Plus personne n'a ça. Et parce qu'on n'a plus de globalité, on n'a plus de concept de corps social défini autour d'un projet de société. C'est pour ça que nous avons des démocraties constitutionnelles. Cette constitution définit, c'est dans cet esprit-là, cet esprit de cette constitution, mais alors on utilise cette constitution parce qu'elle garantit des droits pour faire de ces droits tout à coup des moyens de combat contre l'esprit même de cette constitution. Voilà ce que moi je constate en tous les cas. Parce que vous ne pouvez quand même pas me dire que de tout à coup permettre les abattages rituels, alors que très clairement notre constitution, nos lois en Suisse c'est clair encore, hein, on n'a pas d'abattage rituel, mais interdit de mettre à mort les animaux de cette manière, parce que bon voilà. Et là tout à coup alors ça devient possible. Ensuite les mariages forcés, ça devient possible. Ensuite voilà, on peut continuer dans différents aspects. C'est juste ce que vous dites, c'est un constat affligeant, mais où la meilleure des intentions se retourne finalement contre les buts même qu'elle se définit. Oui. Moi je crois qu'on vise vraiment tout un tas de choses. Autre question. Juste avant de vous poser la question, moi ça me fait penser votre commentaire à la phrase de Chesterton, le monde est pétri de valeurs chrétiennes devenues folles. On est là-dedans. Oui, j'avais une question pour vous. Vous dénoncez les nationalisations. Vous n'avez pas peur de faire une confusion entre ce qui relève du soviétisme et ce qu'on appelle la stratégie de puissance? C'est-à-dire, en gros, c'est de nationaliser des secteurs clés pour garantir la souveraineté d'un État. Oui, alors là je suis d'accord. Là, sur ce point-là, bon, mais Russell, comme il le dit, hein, il crée des monopoles d'État. Les monopoles d'État, c'est peut-être pas toujours la meilleure des solutions. Mais par contre, nous nous sommes battus, l'UDC par exemple s'était battu contre la libéralisation du marché de l'électricité. Parce qu'on nous avait dit les prix vont baisser. Tu parles. Donc je m'aperçois que de privatiser, prenons les chemins de fer britanniques, ils ont été privatisés, on a vu la catastrophe. Donc, si vous me donnez à choisir entre un monopole privé et un monopole d'État, ok, si j'ai que ce choix-là, je prends le monopole d'État. Parce qu'au moins, quelque part, il doit quand même servir la collectivité, alors que le monopole privé, non. Bon, d'accord, sur ce point, on est d'accord. Mais je pense quand même qu'il y a une position médiane. C'est-à-dire que, prenez voir le libéralisme économique. Quel est le but final du libéralisme économique? Est-ce que c'est le libéralisme? Eh bien non. Au fond, dans une économie libérale, voire ultra-libérale, néolibérale, comme on l'appelle, où le marché doit tout régler, au fond, le but de chacun des acteurs là-dedans, c'est de créer un monopole. C'est d'être le player qui détermine complètement le jeu, c'est de s'arranger peut-être avec d'autres cartels pour définir les prix, c'est finalement toujours un monopole qu'on cherche. Prenons le monopole presque honteux qu'exerce Bill Gates sur l'informatique planétaire depuis quelques décennies,
où tout à coup nous avons un système d'exploitation qui n'est pas le meilleur possible. Bon, il a été piqué beaucoup chez Mac, mais quand même, c'est pas le meilleur possible, mais il a une telle position dominante que, faut on fait avec. Donc, et je peux vous amener plein d'exemples de ce type-là. Dans le domaine, par exemple, de l'alimentaire en Suisse, vous avez deux grands players qui ont le 85% du marché de l'alimentaire dans les mains. Alors qu'on a une loi anti-cartel, donc c'est à hurler de rire. Donc, le tout au marché, disons le marché qui se régule lui-même, à un certain moment, il va aller vers, quand le dernier grand requin a bouffé tous ses concurrents, c'est lui qui détermine le jeu. Donc, il faut trouver quelque chose qui contrebalance. Et c'est là que le politique serait important. Le politique va, lui, instaurer un cadre légal, des règles qui obligent les acteurs du marché à se maintenir en situation de concurrence. Cette situation de concurrence doit être maintenue par un cadre légal. Si vous ne le maintenez pas, cet équilibrage disparaîtra. Vous savez, on a libéralisé le marché du livre en Grande-Bretagne, toutes les petites librairies ont crevé, ont été rachetées à vil prix, parce que évidemment les grandes surfaces vendaient même les best-sellers en dessous du prix de revient, donc à perte, pour faire crever les petits, les rachètent et ils créent un monopole, et les prix ensuite explosent. Donc le mécanisme est connu. Ouais, ce que je disais, c'est la création d'un monopole privé. Donc il faut que l'État, à ce moment-là, soit un régulateur, mais qu'il permette quand même, c'est là où, alors je ne vais pas dans le sens d'un collectivisme, qu'il permette quand même cette libre concurrence et qu'il la maintienne en vie. Parce que la concurrence, c'est positif. Si je me mesure aux autres, on voit dans le sport, on le voit, que vous voulez un bon match de foot, il faut deux adversaires valables. Voilà, Tsonga contre Federer. Désolé, Federer a gagné. Que voulez-vous? Bon, enfin, c'était un beau match. Mais il fallait deux bons adversaires pour que le match soit à la hauteur, n'est-ce pas? Et ça doit se maintenir, et là, l'État a un rôle à jouer. Mais qu'est-ce qu'on a maintenant? À quoi est-ce qu'on assiste ces dernières années? À des élites politiques dévoyées. Mais regardez-les! Bon, moi, je n'ai pas vraiment le look du politique, je suis un accident là-dedans, mais dans ma démarche, dans ma manière de parler, dans tout, c'est vrai que je suis un accident. Mais quand je les vois faire, quand je vois mes petits camarades se remplir, c'est surtout là que ça se passe. Donc, allez hop, donnez. Et puis ensuite, ils sont pieds et poings liés parce que, avant de pouvoir faire une intervention parlementaire, ils doivent consulter la liste de leurs intérêts particuliers. Ah ouh, là non, je peux pas parce que ça touche les intérêts. Ouh, puis ici, attention, celui-ci. Puis là, je suis sur. Vous faites plus rien, vous êtes paralysé. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que l'économique, le financier a acheté le politique. Et c'est pour cette raison, parce qu'il y a plus garde-fous du politique qui devrait être le représentant des citoyens, de la res publica, il ne fait plus son devoir. Ça, c'est le gros problème. Autre question. Comment? Dans un monde monétaire, il y a toujours, les riches dominent toujours. Oui, mais quand on peut mettre... Moi, attention, jamais vous m'entendez dire que c'est mauvais d'être riche. On pourrait le devenir un jour, donc vous savez. Mais c'est le riche qui se comporte de manière responsable est à mon avis plus honorable que le pauvre qui se comporte de manière irresponsable. Donc, je ne juge pas, je dis que les rapports de force font que les riches commandent le politique. On ne va pas trop engager de conversation dans la salle. C'est vrai. Mais si on a des règles, si l'État reste suffisamment fort et indépendant, c'est un idéal. D'ailleurs, c'est une utopie ce que j'exprime, mais ça devrait quand même être comme ça que ça se passe. C'est pour cette raison d'ailleurs que Platon, lui, préconise que ce soit les philosophes et les poètes qui s'occupent de politique. Bon, philosophe, je ne le suis pas, mais au moins un peu poète quand même. Ça me sauve peut-être. Autre question. Monsieur Freisinger, bonsoir et merci pour votre intervention. Petite question, je suis de nature assez curieuse et je me pose depuis quelque temps une petite question sur l'islam. Désolé, je reviens à l'islam. On parle très souvent, enfin vous parlez aussi très souvent de l'islam, Madame Tazin, Monsieur Cassan, que j'ai croisé aussi ici. On parle souvent du Moyen-Orient, du Maghreb, nos voisins, c'est peut-être plus proche, c'est peut-être pour cela, mais on oublie très souvent, car je crois qu'on ne parle quasiment jamais du plus grand pays musulman dans le monde, qui est l'Indonésie. Alors, tout simplement pourquoi? Que pensez-vous peut-être du modèle démocratique indonésien, que je connais d'ailleurs très peu? Est-ce que vous avez un avis sur l'application de l'islam dans ce pays-là? Et pourquoi aussi ce silence, tout simplement? Merci. Le silence est dû, à mon avis, par l'éloignement géographique. Plus c'est éloigné, moins ça nous touche, parce que vous avez le problème de l'immigration est lié à l'islam, elle nous vient de ces pays musulmans proches. On a peu d'immigration d'Indonésie. Donc le problème pour nous est disons, vous savez ce que c'est.
Sur le Coran elle-même. Ouais, ça c'est clair. Mais vous avez alors là les madrasas d'Indonésie, alors créent des fous de Dieu alors à grande échelle. Hein. Ça c'est clair. Il y a un recrutement très fort. Vous avez le même phénomène, les mêmes discriminations des minorités. Pourquoi est-ce qu'on parle par exemple beaucoup de Gaza, énormément de Gaza? On parle que de Gaza et puis on ne parle pas ou très peu, disons, de la Somalie ou d'autres pays. On parlera toujours beaucoup plus de pays qui sont dans des situations géostratégiques importantes, voire qui ont du pétrole ou des richesses minières ou autre chose. Hein. Ce qui s'est passé d'ailleurs en Libye, j'aime pas Kadhafi, j'aimais pas Kadhafi, mais les gars d'en face, alors excusez-moi. Non, mais ce qui s'est passé là, c'est... je pense qu'un jour l'histoire elle lèvera le voile là-dessus, hein, parce que c'est pas vraiment glorieux. Hein. Et là, Sarkozy permettait, si c'est comme ça qu'il croyait être réélu, bon, il l'a peut-être utilisé, mais c'est pas très noble, je trouve. Autre question. Oui, voilà, je voulais vous poser une question pour revenir à Essel. Est-ce que vous ne croyez pas que le fait qu'il ait vendu 3 millions d'exemplaires ce soit plus un symptôme du fait que, au fond, vous dites, bon, par exemple, les gens, on parle de l'idéologie dominante. Moi, je pense qu'il y a une idéologie dominante, mais qui concerne 3 millions de personnes, que le reste qu'on appelle un peu, avec beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de mépris, la majorité silencieuse, moi j'appelle ça les gens ordinaires, eux ne pensent pas cela. Et ça continue à fonctionner. Les gens ordinaires, je me réfère là à Jean-Claude Michéa, à Orwell, et je pense que Essel, on le comprend mieux en se référant à Bouvard et Pécuchet, en se référant à Jean-Claude Michéa, et je pense à un des premiers livres de Georges Perec, Les Choses, où il décrivait exactement cette connerie philosophique, au sens philosophique du terme, cette imbécilité, qui fait que de Parisot, par exemple, de Madame Parisot à Olivier Besancenot, on défend les mêmes choses. J'ai vu un article de Parisot ce soir dans Le Monde défendant le fédéralisme européen à outrance. Nous ne mourrons pas de pas assez de fédéralisme, enfin l'histoire classique, mais nous ne mourrons pas de trop, mais de pas assez de fédéralisme. Donc je voulais vous demander si vous lisez Essel comme un symptôme, et au fond, est-ce qu'on ne peut pas mettre de côté les 3 millions de personnes qui ont acheté son livre pour s'intéresser aux autres qui sont probablement plus intéressants puisqu'ils sont moins dans la posture de « moi je pense bien ». Et que le politiquement correct, c'est le bien penser, et je pense que, justement, j'essaie de mal penser, c'est-à-dire de penser à côté, et essayer de comprendre en quoi Essel est le symptôme de cette imbécilité à laquelle nous sommes confrontés, bon, les gens qui sont ici, vous, moi, parce que sinon... Voilà, non, je vous pose la question, pardon. Merci. Moi, je pense que vous avez raison. Ce livre, l'autre, celui ici, je pense que c'est vraiment le symptôme d'une maladie du siècle. C'est le symptôme d'une maladie du siècle. Vous imaginez, c'est 13 pages. Alors, attendez, je connais certains poèmes de certains poètes français ou allemands. Ils ont besoin d'une demi-page, voire de quelques vers, 2 lignes. Et c'est génial. Et ça justifie déjà leur entrée dans le Panthéon. Mais moi, je les ai lus, ces 13 pages. Je les ai analysés, je les ai relus et re-relus. Attendez, c'est court. Mais pas seulement au niveau du volume. C'est très court. Donc, on pourrait imaginer 13 pages nettement plus substantielles. Donc, qu'est-ce qui fait que ce brouet puisse avoir un tel impact? C'est vrai que c'est quand même surprenant. Moi, je pense que ce qui a évolué dans notre société moderne, c'est que on est devenu une société de consommation. Ce qu'il faut, c'est vendre le plus grand nombre possible. Là, c'est la logique. Vous voulez vendre le plus grand nombre possible de choses, donc il vous faut toucher les masses. Or, la qualité n'est jamais du côté du plus grand nombre. Ça se saurait. C'est sûr. Depuis le temps. Dit Walter Benjamin. Non, enfin,
Vous voulez... non, ça se saurait, je veux dire... D'ailleurs, il y a quelqu'un, je ne sais plus quel philosophe a dit que la bêtise était beaucoup plus fascinante que l'intelligence, parce que l'intelligence a des limites, la bêtise n'en a pas. Alors, le nombre de cons est illimité, le nombre de génies, lui, Mozart, il n'en a pas eu 36. Vous voyez, donc, je crois qu'on peut quand même partir du point de vue que dès le moment où je veux toucher des masses, qu'est-ce que je fais? Je nivelle par le bas. Et donc, on a un double effet. Un, on va descendre au niveau de la qualité pour déjà, à ce niveau-là, gagner en nombre, donc gagner en chiffre de vente. Et puis ensuite, il y a une deuxième tentation, une deuxième tentative qui s'est opérée ces dernières années. On va aussi préparer le consommateur à être le récepteur idéal de la connerie qu'on va lui servir. Plus il est con, plus il va ingurgiter mon brouet. Donc, je descends les deux niveaux. Alors là, c'est fabuleux. Je vends n'importe quel camelote, j'ai l'audimat qui monte, c'est fabuleux. Bon, écoutez, excusez-moi, mais c'est le paysage audiovisuel actuel. C'est le film intégrable. Le phénomène est clair. On assiste à cela, et alors ceux qui résistent encore et qui revendiquent une qualité, on les noie dans la masse, parce que c'est ce qui est étonnant, on lit de moins en moins, on a de moins en moins de capacité d'abstraction, les jeunes sont directement gavés d'images, avant même qu'ils puissent entrer dans la logique de signes abstraits qui exigent d'eux d'inventer leur propre imaginaire. Non, on va vous servir l'image manufacturée, préfigurée, manipulatrice, qu'on vous sert toute faite, il n'y a même pas besoin de réfléchir, vous avez juste à être des récepteurs passifs. Et nos enfants sont éduqués comme ça depuis leur plus jeune âge. Et ensuite, on s'étonne que ces gens-là ne deviennent pas Mozart. Ça n'étonne pas des masses. Donc ça devient problématique. Bon, heureusement, il y a toujours des résistances, certaines énergies, toutes les énergies. Créent toujours des contre-énergies. Donc heureusement, c'est ce qui nous sauve. L'humain a toujours trop d'imagination pour se laisser prendre par ces choses-là, mais quand même, sur un certain nombre d'individus, sur une grande masse, ça fonctionne. Et c'est la baisse de qualité générale du corps social qui en résulte. J'ai encore un rappeur qui a fait hier un rap. Je figure dans ce rap. Enfin, c'est pas moi qui figure dans ce rap, c'est ma maman. Donc, il cherchait une rime, je pense, et puis alors, il lui fallait une rime avec guerre, alors il voulait foutre sur une bombe la mère de Freisinger. Ah, puis ça, alors, avec, vous savez, cet accent inimitable. Bon, alors, si c'est ça, bon, j'ai un peu de peine. Mais nous en sommes là. Et c'est un constat de fin de siècle. Regardez les phénomènes de générescence de notre société. On se croirait presque sur la phase finale de l'Empire romain. Donc, j'ai un texte extraordinaire qui date de plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ, des textes sacrés hindous, brahmaniques, qui décrit le Kali Yuga, donc le quatrième âge de l'univers. Kali, c'est noir, la mort. La déesse Kali est un avatar de Shiva d'ailleurs, de la destruction. Kali Yuga, c'est le quatrième âge, celui avant la destruction finale. Alors vous lisez le paragraphe, vous le sortez du contexte, vous ne donnez pas les références, vous le faites lire à quelqu'un, et bien la personne a la furieuse impression que c'est une description de nos sociétés actuelles. C'est assez saisissant. Mais tout y est, le catalogue complet. Alors, je me dis qu'il y a quand même là des réalités qui me dépassent. C'est quand même très fort. Autre question. Bonsoir Oscar. Salut Pierre. Merci encore de ton texte, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci. Bah écoute, moi ce que j'apprécie, c'est l'échange que quelqu'un comme toi peut avoir avec quelqu'un comme Christine, parce que ça me rappelle un petit peu l'esprit de la résistance il y a 70 ans, et ce magnifique poème d'Aragon, qui a été capable d'écrire des choses épouvantables comme Vive le Guépéou, mais qui a aussi été capable d'écrire ce magnifique poème La Rose et le Réséda, où il parlait de celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Et je crois qu'il y a 70 ans, celui qui croyait au ciel et celui qui ne lui croyait pas étaient unis pour lutter contre la barbarie nazie, et que 70 ans plus tard, ce qui nous unit aujourd'hui, bon, il y en a qui croient que quand ils vont fermer les yeux, il y aura une belle vie après. Moi, et d'autres font partie de ceux qui pensent que quand on les fermera, il n'y aura rien. Ce qui n'empêche pas de donner un sens à notre vie, ce qui n'empêche pas de combattre pour un idéal meilleur, tant qu'on est là, pour nos enfants, pour nos petits-enfants.
Et ça, j'ai envie de dire, c'est des considérations philosophiques qui ne doivent pas nous séparer, mais qui doivent au contraire nous aider à avoir envie de continuer à vivre dans une société où cette confrontation est possible. Et on sait que si cette société s'islamise, cette confrontation ne sera plus possible. Donc moi, la question que je souhaiterais te voir développer, c'est il y a à peu près un an, un peu moins, on avait monté les assises sur l'islamisation de notre pays, souvenir inoubliable. Depuis un an, il s'est passé beaucoup de choses. Je crois savoir que tu as eu quelques contacts internationaux, tu as rencontré Geert Wilders, tu as rencontré René Statievich, tu as dû avoir d'autres contacts. Est-ce que ton impression est que, en Europe, la résistance contre l'islamisation des pays progresse à travers des résultats électoraux, mais aussi à travers la construction d'organisations? Et comment sens-tu, en France, toi qui y viens souvent, les réponses politiques des différents candidats au présidentiel face à l'islamisation de notre pays? Ah, je t'ai fait un beau cadeau, là. Permets-moi d'abord de réagir un peu en poète par rapport à ta première image. Tu évoques le poème là d'Aragon, et surtout l'image de la rose. Et il me vient tout à coup une image qui permettrait peut-être de résoudre notre problématique d'avant. Prenons la rose. Elle a des racines et elle a cette merveilleuse corolle. Alors, la tendance de la racine, c'est de ne croire qu'en la terre. Il n'y a que la terre qui existe. La terre, c'est substantiel. Il n'y a que cet univers-là. La corolle, elle croit au ciel. Elle croit au grand espace, à l'infini. Elle croit à l'air qui l'entoure, etc. D'accord ? Entre les deux, il y a des épines. Ça fait mal, les épines, des fois. Mais c'est la même rose. Et si tout cela n'était qu'un, c'est simplement deux facettes d'une même réalité. Au fond, nous avons toujours la tendance, parce que nous sommes des cérébraux, ça c'est le propre de la société occidentale. Là, je fais un petit clin d'œil vers mes amis bouddhistes. Nous sommes des cérébraux, donc nous cloisonnons. Nous séparons, nous discriminons, nous différencions, etc. Et si tout ça n'était qu'un, c'est un. Si cette contradiction entre l'esprit et la matière, au fond, c'est nous qui l'inventons. Et là, le problème serait résolu. Je pense. Enfin. J'aime bien l'esprit comme ça maintenant. Et puis après, donc là, oui, alors l'évolution depuis les assises. Alors en Suisse, j'ai vécu un phénomène assez intéressant, c'est que j'avais déposé une motion demandant que dans certaines situations de vie, pour éviter une guerre des religions, je me suis dit, essayons de voir, de définir la chose d'une manière qui permette de ne pas créer une levée de bouclier et tout de suite une nouvelle guerre des religions. Je me suis dit, il y a des situations où l'on exige de tout citoyen d'un pays démocratique qu'il apparaisse à visage découvert. Exemple, on va signer un document officiel devant un bureau de l'État, il y a un contrôle d'identité, lors de manifestations, aussi quand on a un abonnement personnalisé, donc on doit pouvoir contrôler l'identité de la personne, que l'identité corresponde à ce titre de transport, etc. Donc j'ai défini un catalogue de certaines situations où il me semblait qu'on pouvait légitimement demander aux citoyens d'apparaître devant l'autorité de l'État à visage découvert. Eh bien, à ma grande surprise, donc, franchement, j'ai cru que je tombais de la chaise, le Parlement a accepté ma motion. Elle a passé. Elle est passée en tout cas au Conseil national, mais il faudra encore voir au Conseil des États, donc, puisque nous avons le système bicaméral et que les deux chambres ont les mêmes prérogatives chez nous. Mais enfin, bref, j'étais absolument certain que ce serait nouveau l'UDC contre le reste du monde. Eh bien non, ça a été accepté. Donc il y a quand même aussi une évolution qui se fait. Le fait d'avoir des gens qui osent s'ériger, qui osent se battre, le fait aussi qu'Internet nous rende service. Parce que si nous devions nous baser sur les médias officiels, nous serions morts. Rendons à Internet ce qui revient à Internet. Hein. Je prends les assises. Hein. Vous vous souvenez l'impact que vous avez réussi à obtenir avec cette télévision qui a suivi et combien de ces petits films ont été visionnés par la suite. Et le visage de l'islam a ça qui nous est favorable, c'est que quand ils font les cons, alors ça se voit vraiment. Hein. Et alors ça, vous faites tourner ça à haute dose sur Internet, je peux vous dire, vous avez rapidement une majorité de gens qui se disent, attendez, il faudrait peut-être être prudent. Donc, je crois qu'il faut que nous utilisions de manière, et ça, Jean le fait très bien, d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a compris, il y en a d'autres, il y a certains blogs hein, qui vont dans ce sens, démultiplions ça, je crois que c'est un moyen de combat qui
parce que nous ne pouvons gagner ce combat que si nous arrivons à faire prendre conscience du problème. Et pour faire prendre conscience, il faut qu'on puisse pénétrer les consciences par des arguments et des images. Et ce moyen-là est encore un moyen que l'État, enfin en tout cas le système ne contrôle pas, ou très peu, hein, il est quand même assez libre. Ils n'arrivent pas vraiment à cloisonner, donc ça nous aide. Alors je suis assez optimiste parce que, et ce qui se passe maintenant dans le monde arabe, pour le moment, on en est encore à disons, une partie de la population qui croit au mythe du printemps arabe. Hein. Mais ça commence à méchamment avoir du plomb dans l'aile. Et de plus en plus de gens commencent à avoir de sérieux doutes. Et il n'y a qu'à attendre un peu, ils sont dans le gâteau. Je peux vous dire, on a vu ce que ça a donné en Iran. Hein, les Mouhadjidjin, ils croyaient aussi hein, qu'ils allaient vers une société plus juste que... Ils ont tous regretté finalement la disparition du Shah qui a quitté le pays. Donc, quand le remède est pire que le mal, on revient très vite à d'autres sentiments. Le problème, bon, c'est que nous allons avoir avec cela peut-être encore une plus forte vague d'immigration. Évidemment, la politique américaine, elle a ça d'extraordinaire, c'est que c'est toujours nous qui assurons le service après-vente. Autre question? Oui, bonsoir monsieur, je vais revenir un peu sur le terrain politique et faire référence à ce que vous avez dit à une question précédente. On a parlé d'une majorité silencieuse qui n'est pas représentée. Enfin, le meilleur exemple, c'est dans cette salle, qui a vraiment le sentiment qu'il y a un député qui le représente à l'Assemblée, qui défend ses idées. A priori, pas grand monde. D'un autre côté, vous avez évoqué les problématiques de corruption par le pouvoir. Alors que ce soit une corruption monétaire, qui est la plus évidente, au niveau du Parlement européen, c'est encore plus flagrant, mais aussi une corruption éventuellement narcissique. Il y a corruption, c'est la faiblesse inhérente à l'homme. Et du coup, j'aimerais savoir comment, selon vous, on pourrait avoir un système qui soit pérenne, donc un système qui résiste aux défauts de l'homme, et qui permette d'avoir une meilleure adéquation entre l'expression du peuple à l'échelle individuelle et sa représentation politique. Et plus anecdotiquement, j'aimerais savoir quel est votre point de vue sur l'idée de la stochocratie. Donc pour résumer en 2 secondes, c'est aujourd'hui on élit des dirigeants et il n'y a pas vraiment d'égalité politique réelle. Encore une fois, nous on pèse rien en politique et aucun d'entre nous n'est représenté. Alors dans une stochocratie, le Parlement est ouvert et n'importe qui peut y aller et dire ce qu'il a à dire, voter comme il veut voter. Tous ici on pourrait le faire. Et au lieu d'élire des dirigeants, on tire au sort des serviteurs. Voilà, je voulais avoir votre avis. Voilà, c'est une grande révolution, c'est révolutionnaire. Je reprends un terme que vous avez utilisé au départ. Vous avez parlé de la corruption narcissique, hein, c'était bien ça. Ça, c'est intéressant parce que là vous évoquez quelque chose qui est presque aussi fort que le pouvoir de l'argent sur les politiques. Comprenez, être le méchant, c'est jamais très agréable. T'es le salaud, c'est le mauvais rôle. Alors, beaucoup de mes collègues au Parlement ont réellement une très très grande peur des médias. Ils ont peur des médias. C'est un pouvoir énorme, psychologique, énorme sur les décisions que vont prendre les politiques. Parce qu'on risque de se ramasser le boulevard sur la poire, donc c'est désagréable, on ne veut pas être le méchant, on aime plutôt être apprécié par tout le monde. Alors, c'est là où une des raisons de la langue de bois. La langue de bois est protectrice pour le politicien. Plus il fait de la langue de bois, plus il arrive à éluder le nœud du problème et se crée une carapace de vide, de sens absent, quoi. Il faut aussi le comprendre. Parce que c'est pas toujours agréable. Certaines personnes n'ont pas peut-être le caractère aussi frondeur et jouer systématiquement le rôle de Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde, n'est-ce pas? Donc mais par contre, il n'y a pas de bon film sans bon méchant, n'est-ce pas? Il faut un salaud intégral. Donc voilà. Maintenant, ce courage, il faut l'avoir. Et Blücher nous a toujours dit, si vous faites de la politique pour plaire, restez à la maison. Il ne s'agit pas de plaire. Il s'agit de faire ce qui doit être fait. Tu sens, je dois le faire. Là, bon, voilà, comme ça. C'est en dehors oui, non, attends, si vous commencez à calculer, et puis l'effet que ça pourrait avoir, puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, mais je m'en fous ce qu'ils pensent de moi. Par exemple, je viens ici devant vous, j'y vais, j'envoie. Bon, là, ça va. A priori, je ne connais pas le public, mais théoriquement, ils sont plus ou moins favorables.
On va faire, je pense, à la réincarnation de mai 68, mais bon, j'ai dû aussi faire ce genre de combat devant des salles qui ne m'étaient pas du tout acquises. Donc vous avez 250 chemises rouges, là, les UNIA, chez nous, c'est les syndicalistes, hein, et puis vous devez aller défendre vos positions. Je peux vous dire que il y a de la haine, hein, il y a des agressions très très fortes. La dernière fois, contre Annie Ramadan à Genève, à la fin, je me suis ramassé une tarte à la Bourdeuil, on m'a mis le doigt dans l'œil, ce con. Enfin bref, c'est vrai, la tarte, c'est beau jeu à distance, n'est-ce pas? J'ai encore le temps, peut-être une possibilité d'esquiver, mais là, venir par derrière, puis avec le doigt dedans, vous avez mal toute la nuit, puis en plus, c'était de la mousse à raser. C'est pas beau, je trouve pas sport. Enfin bref, il y avait 30% de musulmans dans la salle. Alors, évidemment, la tentation est là de dire, oh, allez, je vais quand même de temps en temps les caresser du poil et leur trouver... Ben non. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. À un certain moment, je leur ai dit, écoutez les gars, parce qu'ils tapaient sur Israël, là, ils tapaient sur les Juifs, à fond. Donc c'est clair, le Juif c'est le mal, il faut l'éradiquer. D'accord? Je leur ai dit, écoutez, c'est très simple. Les Juifs sont 14 millions sur cette terre. Dans leur histoire, ils ont réussi à obtenir 156 prix Nobel. Vous êtes 1,4 milliard et vous en avez eu 7. Vous auriez vu le tollé, non, là, ça, les hurlés qu'ils ont envoyés, mais plutôt que les jalouser, plutôt que vouloir les détruire, plutôt que de les haïr, posez-vous la question, en quoi vos cousins germains, ils sont à ce point efficaces. Qu'est-ce qui fait qu'ils aient une telle réussite? Inspirez-vous de la réussite et faites la même chose. Mais arrêtez de vouloir les détruire parce que vous n'êtes pas capable de vous libérer de ce dogme qui vous handicape. Voilà le fond de mon discours. Mais alors évidemment, là, tu te fais pas des copains, les 30%, c'est sûr. C'est sûr. Évidemment. Il faut avoir le courage de le dire. Oui, et puis alors, il y avait la deuxième question. Alors, tirage au sort. Le tirage au sort du Parlement. Ouais. Quel autre système? Parce que j'ai l'impression que ni la démocratie suisse, qui a l'air de fonctionner moins mal que la française, pas toujours dans le bon sens, est vraiment une solution non plus. Bon, mais la société humaine, attendez, elle ne sera jamais parfaite puisque les êtres humains ne le sont pas. Alors, vous ne pouvez pas créer quelque chose de parfait avec des pièces qui sont imparfaites. Donc, je ne connais pas de système de gouvernance parfait au monde. J'en connais qui sont effectivement un peu plus respectueux de la volonté d'un chacun, mais même en Suisse, évidemment, il y a aussi des frustrations. Par contre, si vous faites intervenir le hasard... On dit que le hasard, c'est bien Oui, bon, mais je crois qu'il faut quand même avoir un minimum de maîtrise de certaines données pour arriver à gérer les choses. Donc, honnêtement, quelqu'un qui, admettons, serait un illettré, qui va tout à coup devoir décider. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même un filtrage qui se fait et qui est peut-être nécessaire pour avoir au moins un minimum de qualité. Vous ne pouvez pas quand même pratiquer le hasard comme ça, au petit bonheur, la chance sur tout le monde. Vous dites... Ou alors vous définissez un panel où vous avez fait ce préfiltrage et puis ensuite, en dehors, là vous allez opérer par... Mais vous savez, les élections, par exemple, au gouvernement suisse, c'est quasiment la loterie. Donc, non, franchement, on a 246 parlementaires, chacun d'entre eux pourrait être conseiller fédéral, ça revient au même, puisque vous savez que Berne, c'est le lieu où l'on décide des choses qui se décident ailleurs. Non, c'est vraiment ça. Notre gouvernement, il sert à la galerie, quoi. Il ne gouverne pas vraiment. Les décisions dans le pays sont prises, au fond, ailleurs. Et c'est parce qu'on se méfie trop du pouvoir. Nous, les Suisses, on se méfie d'une toute concentration de pouvoir est suspecte. C'est d'ailleurs pour ça que nous n'avons pas progressé plus l'UDC, parce que dès le moment où on s'approche des 30%, le peuple, tout de suite, il nous ramène à une autre proportion. Bon, moi, on va aller, j'ai pu progresser, moi, on n'était qu'à 16,5, donc on est passé à quasiment 20. D'accord, mais parce qu'on est encore dans des pourcentages qui ne représentent pas un monopole de pouvoir. Mais par contre, au niveau national, passer les 30%, ça, le peuple suisse, à mon avis, ne permettra à aucun parti. À moins que réellement la frustration et la gestion soit à tel point catastrophique que bon, peut-être un jour on soit amené à ça. Mais alors à ce moment-là, je pense aussi que le système suisse changerait et qu'on passerait d'un système de concordance à un système d'alternance comme vous l'avez en France.
Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et je ne vois pas arriver ça dans les prochaines années. Alors, on va prendre la dernière question. Oui, parce que... Voilà. Approchez-vous, approchez-vous. Bonsoir, Monsieur Fressinger. Les Français ont élu Daniel Cohn-Bendit comme député européen. Et je pense que c'est les Français de gauche. Et ils nous encombrent pas mal. Qu'est-ce que vous pourriez-vous faire en tant qu'élu déjà en Suisse pour devenir député européen et est-ce que la droite française pourrait vous appuyer? Que Dieu m'en préserve. Parce que, bon, non mais je ne voudrais pas être député européen, parce que être député européen, donc à l'heure actuelle, je pense que si vous faites un sondage chez les gens, quel est le degré de prestige dont jouit le député européen dans la population, j'ai presque l'impression qu'il faut creuser un trou pour le trouver. Donc c'est en dessous du niveau du sol. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas de pouvoir réel. Par contre, alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer quel est leur salaire, quels sont les multiples avantages dont ils jouissent. Quand je compare avec notre parlement de milice, donc moi j'enseigne. Ce matin j'étais au cours jusqu'à 11h35, j'ai enseigné à l'école, mes élèves, et puis ensuite j'ai pris le train, bon voilà. Et puis sinon je siège en commission, j'enseigne, enfin j'ai une vie professionnelle, et les gens peuvent m'approcher, donc je ne suis pas dans une bulle complètement déconnectée des gens. Et je crois que ça, c'est une esquisse de solution. Ce serait de forcer justement le politique à être proche de la vie réelle des gens, de devoir la partager. Je suis un prof parmi d'autres profs, parmi des collègues, j'ai mes soucis quotidiens avec mes élèves, avec l'enseignement, etc., comme les autres. Et donc je peux les comprendre. L'autre travaillera, parce qu'on a de tout, on a des agriculteurs, on a des avocats, bon, il y en a à mon goût un peu trop, mais bon. Oui, parce qu'ils rendent tout beaucoup plus compliqué, donc évidemment, il faut qu'ils justifient leur existence, donc ils créent des lois. Après, il faut des avocats pour les comprendre, des lois qu'ils ont créées, pour que personne ne les comprenne. Bien. Mais il y a de tout, il y a des patrons de PME. Le Parlement suisse est le reflet quand même de la société, du point de vue des professions. Il y aura peut-être certaines qui seront un peu sous-représentées. Il y a peu d'artistes, par exemple. Bon, je pense que le pouvoir et l'artiste, c'est souvent antinomique. Enfin, ce qui fait que ce Parlement a il n'est pas meilleur que les autres parlements. Il n'est pas meilleur. Mais de par la structure, le fonctionnement, il y a une proximité de fait avec la population. Puis ensuite, avec la démocratie directe, où le peuple sait que si vraiment les parlementaires font les cons, on sera toujours encore là pour dire non, pas d'accord. Et il y a le vote qui a lieu, et le référendum, ou l'initiative qui permet au peuple encore un correctif, et qui est alors à respecter. C'est pas comme en Union Européenne où le grec qui menace de faire un référendum, on change tout de suite le vice-premier ministre. Les Irlandais, je pense qu'ils auraient fait 10 votations s'il fallait. Il y a juste les Islandais, mais qui ne font pas partie de l'Union Européenne. Les Islandais qui ont résisté à 2 reprises. Alors, ils ont résisté. Ils ont dit non, on ne va pas rendre. On va pas, l'État ne va pas prendre les dettes des banques pour que le contribuable doive. Ils l'ont pas fait. Et regardez bien l'Islande. Vous avez observé comment ils se développent. Ils ont pris la bonne décision. À mon avis, c'est ça la voie qui peut permettre de sortir du marasme. Et pas ce qu'ils sont en train de faire avec la Grèce. Bien, sur cette note d'espoir, on remercie Oscar Fressinger d'être venu. Merci.